Bonjour Charles-Henri Bessard-Desor. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à HEC Paris et consultant. Oui. À ce titre, vous intervenez dans les entreprises, notamment sur tous les bouleversements liés au numérique et un de leurs corollaires qui est celui de l'entreprise étendue. Oui, en effet, à la fois en recherche et en conseil. Alors, première question, que peut faire concrètement la direction des ressources humaines, un domaine que vous connaissez particulièrement, pour jouer pleinement son rôle d'accordeur de talent dans une entreprise étendue ? Alors, je voudrais revenir sur le terme que vous venez d'utiliser, le terme d'accordeur de talent, que je dois quand même à Jean-Pierre Dolly, dans un livre remarquable qui s'appelle L'accordeur de talent. Et pourquoi on peut utiliser ce terme quand on parle de l'entreprise étendue, qui fait référence à l'utilisation de personnes internes et externes, c'est de pouvoir jouer un peu sur l'ensemble de la gamme, un petit peu comme le ferait un accordeur, pour permettre à des gens qui sont des extérieurs et des gens qui sont des internes, d'être en quelque sorte des personnes qui vont apporter leur contribution pour permettre à l'entreprise d'être plus performante. D'accord. Qu'est-ce que le développement de l'entreprise étendue va changer pour les travailleurs indépendants et en parallèle pour les départements ressources humaines ? Alors je voudrais revenir, avant de répondre à cette question, sur le fond de l'entreprise étendue, le pourquoi. En fait, cette idée d'entreprise étendue est née tout simplement d'une vieille théorie en organisation et même en économie, qui est la théorie des coûts de transaction, qu'on doit à Ronald Coase et à Williamson, et sur lequel, en fait, si l'entreprise s'est constituée, c'est parce qu'il fallait réduire les coûts de transaction. Ce qui est nouveau avec le développement de l'entreprise étendue, et notamment dans le cadre de la révolution digitale, c'est la possibilité pour des indépendants, comme vous venez de le dire, de travailler avec l'entreprise. Et donc, ce qui va être en jeu, c'est de pouvoir constituer finalement un ensemble de personnes qui sont en harmonie et qui vont permettre à l'entreprise de fonctionner très correctement. Des personnes qui n'ont pas de relation de subordination salariale avec l'entreprise. Absolument, et qui choisissent volontairement de rester dans cette relation, on va dire, de prestataire de service. Donc ce qui est nouveau, c'est véritablement la réduction ou la diminution des coûts de transaction permise par les technologies digitales. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du développement extraordinaire des plateformes digitales. Et pour les travailleurs indépendants, donc, je repose la question, qu'est-ce que cela va changer et quelles nouvelles opportunités cela peut amener, notamment pour les femmes peut-être, par exemple ? Alors, ce qui est nouveau, c'est que moi, si je me mets dans la situation d'un travailleur indépendant, c'est que je vais pouvoir offrir en fait mes talents, en quelque sorte, à un ensemble d'entreprises. Je peux négocier qu'avec une entreprise ou à plusieurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous venez de parler du cas des femmes et souvent de la discrimination, ce que je pourrais appeler lié au fameux plafond de verre. Ce que vous avez avec la possibilité de cette relation entre indépendant et entreprise, c'est la possibilité à une femme d'offrir à certains niveaux et même à haut niveau des prestations, ce qu'elle ne pourrait peut-être pas faire si elle avait dû être promue progressivement en interne. C'est aussi une nouvelle façon de gérer sa carrière pour tous ces travailleurs indépendants. Depuis quelques années, on dit que c'est aux personnes de gérer leur propre carrière. Le propre même d'un indépendant, c'est d'être capable de gérer lui-même ou elle-même sa propre carrière. Et effectivement, de piloter entre des emplois qui sont des emplois internes et des emplois externes en tant que prestataire de service, puisque c'est le cas qu'on évoque ici, en tant qu'indépendant. Est-ce que les départements de ressources humaines sont eux-mêmes concernés par l'externalisation des compétences ? Bien sûr, je veux dire, n'importe quelle activité, alors là nous parlons de ressources humaines, peut faire l'objet d'une répartition entre des acteurs internes et des acteurs externes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en matière de recrutement. Il y a énormément de cabinets externes qui depuis des années font du recrutement pour l'entreprise. Donc là, c'est bien une externalisation de l'activité de recrutement. De la même façon, on pourrait imaginer la paye. De la même façon, on voit des prestataires de formation, etc., etc. Donc en fait, l'ensemble de l'entreprise peut avoir, et dans le cadre des ressources humaines, des activités faites par des extérieurs. Le risque, c'est quand même la perte de son âme. On a toujours le risque, quand on externalise, de perdre l'essentiel de son métier. Donc, en matière de ressources humaines, il faut quand même être un peu prudent.
Finalement, en partie, cela recouvre des situations qui existaient déjà auparavant d'externalisation. C'est un mot à la mode, mais pour décrire quelque chose qui existait peut-être déjà. Ça existe depuis très longtemps, l'externalisation des RH, puisqu'on se centre sur cette fonction. Mais ce qui est peut-être nouveau, c'est le fait qu'on peut le faire de façon beaucoup plus simple. Juste un dernier exemple, c'est regarder ce qui se passe aujourd'hui en France avec toutes les start-up RH. Nous en avons plus de 500 répertoriés. Il y a même une petite fédération, enfin une petite au départ et maintenant une grosse fédération des startups qui s'appelle le Lab RH. Plus de 350 startups RH. Combien vont survivre? Ça, c'est une autre. Mais toutes offrent des services à des entreprises dans le domaine RH. Recrutement, formation, gestion des carrières, etc. Merci Charles-Henri Bessert-Desor pour cet éclairage concernant l'entreprise étendue dans le domaine des RH. Merci.